Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 16e numéro du magazine de la FDV. Bonjour Gérald et bonjour à tous, mais moi aussi je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine de la FDV. Et puis voyons tout de suite le sommaire. Alors au sommaire, tout d'abord l'adage du mois, non bis in idem. Nous évoquerons ensuite les titres de la gazette d'actualité de la FDV. Nous verrons après un grand arrêt du droit administratif et nous finirons avec le développement durable et le sommet de Copenhague avec l'invité du mois et notre invité sur le plateau, une membre de l'association Lyon 3 Développement Durable. Tout de suite, l'adage du mois, non bis in idem. Non bis in idem. Pas deux fois pour la même chose. Cette formule exprime le principe selon lequel une personne, déjà jugée pour un fait délictueux, ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait. Concernant les titres de la gazette que vous retrouverez développés plus amplement sur le site de la faculté de droit virtuel, voici en première partie l'actualité jurisprudentielle et en deuxième partie l'actualité législative. Premier point en actualité jurisprudentielle, la rétention administrative d'un enfant en bas âge, par deux arrêts importants rendus le même jour et sur la même problématique, à savoir la rétention administrative d'enfants en bas âge, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 10 décembre 2009 qu'une telle rétention d'un couple étranger et de son enfant en bas âge n'est pas constitutive d'un traitement inhumain ou dégradant, contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Autre point, acte 2 de la Scientologie, l'Église de la Scientologie et certains de ses membres ont été condamnés par la 12e chambre du tribunal correctionnel de Paris le 27 octobre 2009 à de très fortes amendes et puis de la prison avec sursis. D'ailleurs, à cet effet, l'avocat des parties civiles, Olivier Maurice, s'est félicité de cette décision en disant « C'est la première fois que l'Église de Scientologie est condamnée pour escroquerie en bande organisée ». Troisième point, sanction de l'abus d'égalité, nouveau rappel à l'ordre. La Cour de cassation a en effet réaffirmé le 16 décembre 2009 que les juges n'ont pas à s'immiscer dans la vie de la société. Elle rappelle d'ailleurs à cet effet que le juge ne peut fixer le sens du vote du mandataire qu'il désigne. Enfin, dernier point en actualité jurisprudentielle, il s'agit de la déduction dans l'état d'origine des cotisations versées dans l'état d'accueil. Et là, la Cour de justice des communautés nous rappelle le 19 novembre 2008, dans un arrêt, une décision Philippiac, que le droit communautaire exige que le juge national laisse inappliquer toute norme nationale contraire au droit communautaire, se contente de l'inapplicabilité et n'impose pas l'abrogation des actes contraires au droit communautaire. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'actualité législative. En actualité législative ce mois-ci, un premier point intéressant, les 10 ans de succès du PACS, instauré donc à la fin de l'année 99 après une bataille législative, on s'en souvient. Le PACS connaît maintenant un succès croissant. La Gazette vous propose de revenir sur cette union civile adoptée à près de 90% par des couples hétérosexuels et dont près de la moitié des ruptures finalement se terminent par un mariage des deux partenaires. Autre point, Adopi est maintenant en place. Le ministre de la Culture et de la Communication a procédé à l'installation de la déjà célèbre Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et de la protection des droits sur Internet. Elle a maintenant effectivement un visage, comme il l'a rappelé. Vers une class action à la française, voilà une question qui peut également être posée aujourd'hui. Les interrogations relatives à cette intégration de la class action en droit français sont une nouvelle fois sur la scène juridique par la constitution d'un groupe de travail qui a été mis en place par la Commission des lois au Sénat. Autre point intéressant, ce mois-ci, le patrimoine d'affectation revient en force dans un discours du Premier ministre du 3 décembre 2009. En effet, ce patrimoine d'affectation pourrait voir le jour à travers l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le IRL. Et enfin, je terminerai avec le feuilleton législatif sur les réformes en matière bancaire, puisque avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 juillet 2009, le 1er novembre de la même année, visant à l'intégration progressive d'un marché unique des paiements au sein de l'Union européenne, il est notamment prévu un certain nombre de mesures. Dans un premier temps, la réduction du nombre d'opérations strictement réservées aux établissements bancaires et une protection accrue, d'autre part, des droits des consommateurs. Voici pour ce mois-ci. Je vous propose maintenant de retrouver Gérald pour le grand arrêt du mois. L'arrêt Saran, Le Vacher et autres
a été rendu par le Conseil d'État, réuni en Assemblée le 30 octobre 1998. Cet arrêt, attendu depuis longtemps, confère à la Constitution toute sa place dans la hiérarchie des normes. Ce qui aurait pu n'être qu'une goutte d'eau dans l'histoire a marqué l'histoire du droit français. Ce 20 août 1998 a été pris un décret organisant la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie. Les résidents de cet archipel d'Océanie devaient se prononcer sur l'accord signé à Nouméa le 8 novembre suivant. Accord qui, rappelons-le, prévoyait le transfert de certaines compétences de la France vers la collectivité territoriale. Certains opposants à ce premier pas vers l'indépendance de ces territoires, distants de la métropole de près de 20 000 kilomètres, ont alors tenté de mettre en échec cette consultation. Pour ce faire, ils saisissent le Conseil d'État, contestant la légalité du décret organisant le référendum prévu par l'article 76 de la Constitution. Ce faisant, ils permettent tout d'abord au Conseil d'État de préciser dans un arrêt du 30 octobre 1998 le champ de compétences du Conseil constitutionnel en matière de référendum. En effet, le Conseil d'État indique que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. De plus, et c'est ce que l'on retiendra, le Conseil d'État affirme la suprématie de la Constitution dans la hiérarchie interne des normes. Dans une phrase sans ambiguïté, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle. La Constitution se situe donc au sommet de la hiérarchie interne. Cela n'a pas été remis en cause, sauf que l'incompétence des juges, notamment du fait de la loi écran, ne rendait pas toujours cette suprématie de la Constitution effective. Le nouveau contrôle de constitutionnalité par voie d'exception vient donc donner toute sa plénitude à l'arrêt Saran-Levaché et autres du Conseil d'État. Intéressant, non? Alors Céline, ce mois-ci, vous avez reçu le professeur Jean Untermaier pour parler de droit de l'environnement et plus spécifiquement pour parler du sommet de Copenhague. Alors oui, effectivement, nous avons parlé du sommet de Copenhague, mais également d'un certain nombre de points qui tenaient à cœur également au professeur, comme la crise sur la biodiversité et la taxe carbone, le Grenelle de l'environnement, donc un certain nombre de points là aussi très intéressants. Eh bien, nous regardons immédiatement un court extrait. La biodiversité est en crise, un certain nombre d'espèces, y compris en France, y compris en France métropolitaine, sont dans une situation assez préoccupante. Par la tortue d'Hermann, par exemple, dans le massif des Morts, ou le hamster, oui, le hamster, pas le petit hamster qu'on voit dans les cages, mais le hamster commun qui survit en Alsace, et quelques autres sont dans une situation très préoccupante, et même des espèces qui semblaient ne pas poser des problèmes jusqu'à présent, des espèces banales, on va dire, sont en régression très forte. À cela, il y a plusieurs causes, mais deux essentiellement. Le fait d'abord que l'espace s'artificialise sous l'effet de l'urbanisation et toutes les infrastructures qui les accompagnent. Et l'autre raison, c'est en quelque sorte l'empoisonnement. En conclusion de ce magazine, nous recevons mademoiselle Margarita Todorova, membre de l'association Lyon 3 Développement Durable. Alors Margarita Todorova, bonjour. Bonjour. Alors la question que nous avions envie de vous poser, c'est quel regard finalement porte votre association sur les différents processus législatifs et institutionnels en cours en matière d'écologie et de développement durable? Alors très bien, je vais commencer par une présentation de mon association. Nous sommes la L3DD, Lyon 3 Développement Durable. Nous visons à diminuer, à améliorer justement l'impact que peut avoir notre université sur le point écologique et de développement durable.
Nous agissons à travers plusieurs procédés, dont notamment l'instauration et la promulgation du tri sélectif au sein de notre université, qui est notamment le principe pour lequel nous avons été créés il y a environ 3 ans. Il y a un deuxième principe qui régit notre association, qui est la publicité et la communication des économies d'énergie. Et pour finir, par la responsabilisation des transports des étudiants à travers un système de covoiturage que nous avons mis en place au sein de l'association. Alors, notre association a le sentiment d'être au cœur du processus qui vise à faire des préoccupations environnementales des préoccupations centrales de toutes les politiques publiques. En effet, il nous semble que les étudiants sont les acteurs de demain et donc leur sensibilisation à ces questions et à ce processus sont des points fondamentaux. Alors, on peut dégager 2 axes sur le point de vue juridique. Dans le processus écologique et de développement durable. Dans un premier temps, il s'agit d'un processus dynamique et dans un deuxième temps, il s'agit surtout d'un processus participatif. Donc, en ce qui concerne le processus dynamique, c'est le principe même du développement durable d'irriguer l'ensemble des politiques publiques. En effet, aujourd'hui, l'écologie est prise en compte dans l'ensemble des politiques publiques. On peut le constater à travers le super ministère de développement durable qui est mis en place aujourd'hui et qui est un acteur principal et central. Alors, dans un deuxième temps, ce processus est dynamique parce qu'il touche à l'ensemble des branches du droit, aussi bien dans le droit de l'urbanisme, le droit international ou encore le droit fiscal. L'écologie et le développement durable constituent donc un processus global. Donc ce processus se traduit par une nécessité de prise de conscience de tous les acteurs mélangés. C'est donc un processus qui est participatif. Donc ce processus participatif, c'est l'une des originalités majeures du droit de l'environnement. On privilégie l'incitation et la participation. Donc ce principe participatif implique donc beaucoup d'acteurs. On a pu le constater dans le Grenelle de l'environnement en 2007, dans lequel on a pu aussi bien voir des politiques, des juristes, des spécialistes ou encore des associations environnementales. Le droit de l'environnement a également permis de consacrer plusieurs principes solennels à travers 2 décisions fondamentales. La première qui porte sur la charte de l'environnement, qui a été déclarée comme d'invocabilité directe par une décision du 19 juin 2008 et qui a été rappelée par le Conseil d'État dans l'arrêt commune d'Annecy en 2008 également. Et en deuxième temps, la récente décision sur la taxe carbone du Conseil constitutionnel qui a traité de ce principe participatif parce qu'il a censuré cette décision pour des exonérations qui étaient massives. Donc pour terminer, les universités sont elles-mêmes impliquées dans ce principe participatif. On peut le dégager à l'article 48 sur la loi Grenelle qui impose aux établissements supérieurs d'élaborer pour la rentrée 2009, donc c'était l'année dernière, un plan vert pour tous les campus. Donc pour conclure, le processus met en place des outils afin que le public se saisisse de toutes ces questions. Les étudiants doivent donc se mobiliser et ne pas rester en dehors de ce processus. Donc comme on le rappelle, les étudiants d'aujourd'hui sont les acteurs majeurs de demain. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et donc nous retiendrons que le droit de l'environnement c'est un droit à la fois dynamique et participatif et on rappellera également qu'à l'initiative de votre association nous avons reçu le professeur Jean Untermeyer, directeur de l'Institut du droit de l'environnement à Lyon 3. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Et bien pour un nouveau numéro du magazine de l'AFDV.